Écoutez, on est très content que vous soyez là ce soir et puis toutes les personnes qui nous suivent sur le net. Ce soir, on va avoir au programme plusieurs étapes. La première étape, ça sera de commencer par vous annoncer un livre qui concerne l'initiative sur laquelle Quentin et moi travaillons, qui s'appelle Effectuel Impact, l'avènement de ce livre. Ensuite, on aura une table ronde avec 3 témoins qui ont déjà pris place à nos côtés, qu'on vous présentera tout à l'heure. Et puis, on aura donc un temps de conférence qui dure 20 à 25 minutes, qui sera suivi par un temps de questions-réponses. On va rentrer dans le sujet de la conférence, le contexte qui est assez anxiogène, les faillites qui n'ont jamais été aussi importantes depuis 25 ans. Il y a quand même quelques éléments qui font qu'on est dans un contexte particulier et délicat. Et pourtant, l'envie d'entreprendre n'a jamais été aussi forte. Un Français sur 4 qui envisage de créer, de reprendre une entreprise ou de se mettre à son compte. Donc, ça représente à peu près 13 millions de Français. On est quand même dans un contexte assez flippant. Dominique, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On a des propositions pour simplifier vos décisions et rendre vos projets plus résistants à toutes ces menaces. On va découvrir comment réussissent des entrepreneurs experts et modéliser 3 propositions clés qui ont augmenté leurs chances de réussir. Quentin, à quoi servent ces clés? Eh bien, elles simplifient la prise de décision au quotidien et elles procurent de l'agilité. Si vous les appliquez, vous penserez et agirez comme un entrepreneur expert qui, par son expérience, serein pour prendre des décisions importantes et notamment en incertitude. En incertitude, Dominique, qu'est-ce que ça peut apporter? Face à l'incertitude, apporte essentiellement de la clarté. On va donner des réponses à un ensemble de questions. Qu'est-ce que je vends? À qui? Comment? Avec qui je travaille? Les 3 clés qu'on va vous présenter visent d'abord à diminuer la charge mentale, le stress, l'inconfort et la pression qu'une décision génère. On a la chance d'avoir pu réunir des entrepreneurs qui ont osé réaliser des projets concrets et utiles socialement. Ils vivent tous de leur activité et font vivre d'autres gens. Et ça, c'est déjà énorme. Alors Dominique, avec quoi tu aimerais que les gens repartent ce soir? Les personnes qui écoutent ce soir cette conférence puissent changer leur perception du risque d'entreprendre et ceux qui hésitent se lancent. Quentin est un entrepreneur que je qualifierais de réflexif. Il observe sa manière d'agir, c'est-à-dire qu'il s'observe faire. Il aime comprendre, il aime modéliser et diffuser des connaissances qui questionnent des pratiques dominantes qu'il considère comme dépassées et il souhaite en proposer des nouvelles. Dominique, c'est un méthodologue. C'est quelqu'un qui transforme ce qu'il observe en modèle. Il observe les entrepreneurs depuis 2003 et donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Il modélise leur comportement et comment ils réussissent à entreprendre en incertitude. Je vais vous parler un peu du projet Effectuel Impact. Son but, c'est de rendre accessibles les travaux de recherche donc sur l'entrepreneuriat qui ont mené à cette modélisation de comment fonctionnent des entrepreneurs experts pour que vous en saisissiez et que vous changiez le monde. L'idée, c'est que ça soit vous qui soyez le point de départ pour changer le monde à votre échelle. Comment? Eh bien, on a un livre illustré qui peut servir de guide méthodologique. On a beaucoup de contenu gratuit sur LinkedIn et YouTube. On a aussi des formations, de l'accompagnement, du conseil. On vous invite à rejoindre la communauté Effectuel Impact. On va passer donc au temps de la table ronde. Alors, on va démarrer par Alexandra, ensuite Oussama et ensuite Douglas. D'abord, Alexandra, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 phrases le projet? Je suis pharmacienne en recherche et développement et affaires réglementaires spécialisée dans les plantes et médecine naturelle depuis presque 10 ans. Je me suis rendu compte en travaillant dans l'industrie et en ayant besoin de consultants externalisés et d'aide externe que malgré la volonté croissante des consommateurs de produits naturels et écologiques, il y a quand même un manque de connaissances générales de la part des consultants qui accompagnent les entreprises. Notre volonté est vraiment de faire des projets écologiques qui ont une réelle efficacité et un bénéfice pour le monde naturel et d'améliorer la connaissance du monde naturel. C'est pour ça qu'on a créé une association avec ma sœur Aude Mascret pour améliorer la connaissance des produits naturels, que ce soit pour les consommateurs, les associations et entreprises, et les accompagner pour collaborer sur des projets éco-responsables. Alexandra, donc vous êtes salariée dans un laboratoire pharmaceutique avec une fonction R&D. Vous êtes partie du constat qu'il y a un décalage entre le besoin croissant des consommateurs pour des produits naturels donc, et le manque de professionnels compétents sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens ont envie d'utiliser les produits naturels dans leur quotidien et beaucoup d'entreprises ont envie d'aller vers cette voie, mais n'ont pas toujours l'occasion d'avoir des experts spécialistes. Du coup, c'est vraiment le but de l'association de pouvoir connecter des experts passionnés qui ont envie d'aider à des entreprises qui ont aussi envie de faire des projets écologiques. C'est un échange d'accompagnement entre des participations à des projets écologiques. Deuxième question, vous avez concrétisé le projet donc, par la création d'une association Green Planet OTC pour promouvoir le développement donc, de produits naturels et quels ont été les premiers projets
projet ou le premier projet sur lequel vous allez travailler? Donc là, on travaille sur un premier projet en association avec une entreprise aux Caraïbes qui travaille sur le développement de crèmes solaires qui ne sont pas toxiques pour le corail, du coup qui n'ont pas d'impact négatif sur le corail quand les gens se baignent dans la mer après avoir mis la crème solaire, qui reverse 30% de son chiffre d'affaires pour cultiver et réimplanter du corail dans les Caraïbes. En titre d'exemple, vous nous avez dit donc que dès lors qu'une entreprise est engagée dans un projet, c'est toujours la recherche du profit qui l'emporte. C'est seulement quand des associations s'engagent dans le projet avec le partenaire économique que des objectifs communs à tous peuvent émerger. Et donc, quels ont été les acteurs engagés dans le développement du projet de crème solaire qui respecte le corail et pour quels bénéfices? Par exemple, c'est le de contrat que nous avons avec les entreprises sur leurs projets. Elles doivent toujours prioriser le bénéfice écologique. Par exemple, dans ce projet-là, cette entreprise a dû faire une croix sur la vente à l'international, prioriser le local au niveau des transports, des ingrédients possibles, préserver au mieux le corail pour une crème la moins toxique possible et un bénéfice maximum pour le corail. Club de plongée, les organismes qui cultivent et réimplantent le corail et l'entreprise développe la crème. L'entreprise qui développe la crème avec l'organisme qui cultive et réimplante le corail, où il y a vraiment un suivi de l'efficacité, c'est une collaboration de l'entreprise avec les clubs de plongée qui, eux, vendent les crèmes et participent à préserver le corail qui les aide aussi dans leur travail de plongée. Et c'est vraiment une répartition collaborative de 30% chacun au niveau des ventes. Donc on voit que ça change vraiment d'un projet classique où c'est un laboratoire tout seul qui va fabriquer sa crème solaire et puis là, plusieurs personnes qui vont s'engager autour d'un projet pour co-créer vraiment une solution. Le but justement d'avoir un usage plus raisonné des produits cosmétiques pour justement préserver la flore marine. Eh bien merci, on va pouvoir passer au projet d'Oussama. Oui, alors moi j'ai eu la chance de préparer cet entretien avec Oussama et j'ai découvert un serial entrepreneur, quelqu'un qui a ça dans la peau. Il dégage cet esprit qu'il a envie de vous partager. Alors peut-être on peut commencer par la même question, c'est-à-dire présentez-vous et votre projet en 2 phrases. Bonsoir à tous, je m'appelle Oussama, j'ai 25 ans. Actuellement, j'ai créé depuis un peu plus d'une année une startup qui s'appelle VirtuaCard. Je propose en fait des solutions qui permettent toujours avoir sa carte de visite sur soi. Donc ça passe par une carte sans contact NFC et une solution qui vient aussi dans Apple Pay. Là actuellement, je travaille avec pas mal de grandes marques. Ça simplifie en fait la vie des commerciaux à bien des égards. Vous nous avez dit dans la préparation que c'est en souhaitant vous simplifier la vie que vous avez envisagé le développement de ces fameuses cartes de visite digitales. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez convaincu votre premier client? C'était dans un parking, il me semble. C'est bien ça, ouais. En fait, je suis graphiste de profession. Et puis un jour, j'en ai eu marre de faire des cartes en papier. Je me dis, mince, de toute façon, je vais devoir les imprimer, je vais devoir gérer l'envoi, je dois gérer l'impression, le BAT, tout ça. C'est trop d'étapes qui me cassaient la tête. Et je me dis, bah, pourquoi pas essayer de trouver une solution de digitaliser en fait la carte de visite. Je voulais me faciliter la vie et puis au final, ça s'est trouvé être une solution qui est très efficace dans l'échange de coordonnées et dans le réseautage. Donc c'était sur un parking, j'étais en train de recharger ma voiture. Une autre personne qui est venue charger la sienne, qui est anesthésiste et qui a un cabinet sur l'île. Je lui ai parlé en gros de ma solution et il s'est proposé d'être mon premier client, d'acheter mon prototype à l'époque. Et c'est comme ça qu'en fait tout a commencé. Donc j'ai eu des très bons retours, des retours aussi positifs comme des retours critiques. J'ai pu améliorer en fait ma solution et grâce à ça, aujourd'hui, maintenant, je travaille avec des marques comme BMW, entre autres. Vous n'en êtes pas à votre première expérience de l'entrepreneuriat, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment vous avez cette fibre entrepreneuriale. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez su vous rendre utile lors du premier confinement? Je pense que c'est une période qui a vraiment changé ma vie. C'est vrai que le premier confinement, le Covid, tout ça, ça a chamboulé pas mal de choses. Alors, faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, j'avais créé ma première société qui s'appelait Nomad Marketing, cet esprit de tout le temps être en mouvement. Et j'ai même pas tenu 2 semaines, en fait, j'en pouvais plus. Ça me rendait fou. J'ai mobilisé, en fait, mon réseau et j'ai trouvé dans mes contacts, en gros, des personnes qui fabriquaient des masques et d'autres qui cherchaient des masques justement pour pouvoir répondre à des appels d'offres. Donc, j'ai été un petit peu le maillon qui liait les deux. Et puis, de fil en aiguille, on a constitué un peu une équipe comme ça pendant le premier confinement pour répondre à ce besoin de protéger les soignants, entre autres. On avait créé vraiment une supply chain pour pouvoir fabriquer à partir de tissus et de fils de mercerie, fabriquer nos propres masques en Italie. On en a vendu 3,5 millions pour les collectivités et pour les hôpitaux. Qui en manquait à l'époque. C'est ça. Donc, parce que la Chine avait fermé les vannes, il n'y avait plus de fret qui provenait de Chine à l'époque et on était en manque crucial de masques. Donc il fallait répondre à ce besoin. Et voilà, donc j'ai un peu contribué à l'effort de guerre, si je peux me permettre. C'est une expérience qui a quand même été pas mal enrichissante. Autre question, vous avez commencé votre vie professionnelle comme aide-soignant, donc la dimension du soin est donc importante pour vous. Quel lien faites-vous entre le développement de la carte de visite digitale et le soin?
J'avais commencé des études d'infirmier, donc j'ai fini ma première année, donc j'ai mon diplôme d'aide-soignant. Techniquement, c'est le seul diplôme que j'ai avec le bac. Pour en répondre à votre question, j'ai toujours une approche en fait d'être à l'écoute des besoins de mes clients et de leur proposer une solution vraiment qui permet de les soulager d'un problème. Et cette logique-là, je l'ai toujours appliquée tout au long de ma carrière d'entrepreneur. Et c'est pour ça, en gros, sur ma solution de carte de visite digitale, je cherche vraiment à simplifier la vie au maximum de mes clients. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche, que boum, direct, ils puissent saisir une opportunité. Vous avez une carte de visite, hop, ils sortent leur téléphone, ils transmettent leurs contacts. Et même dans l'accompagnement, dans la création des cartes, je passe quand même pas mal d'efforts à essayer de créer une carte qui leur ressemble. C'est quelque chose qui est rémanent de cette expérience dans le soin. Merci pour ce beau témoignage. Et puis maintenant, on va passer à Douglas. Donc Douglas, est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 phrases votre projet? Bonjour, donc je m'appelle Douglas, mon projet s'appelle CV motivationnel. Grosso modo, quand on doit postuler, c'est compliqué de savoir dire facilement qui on est, de vouloir aussi arriver à donner envie à un recruteur. Et quand on a un recruteur, souvent quand on a quelqu'un en face de nous, on pose des questions complètement nazes et on s'appuie, on demande à l'autre de justifier son expérience. Donc nous, on a inversé le truc et on a créé un algorithme qui détecte par questionnaire gratuitement les 5 principales soft skills d'un candidat, les met en forme dans un CV et ça s'appelle CV motivationnel et il s'en sert pour postuler. Et le recruteur derrière, ce CV-là, il peut s'en servir aussi pour analyser plus en détail les skills et aussi pour construire des parcours d'accompagnement personnalisés en fonction de qui est la personne et comment elle va en ce moment et non pas en fonction de ses diplômes ou de sa dernière expérience. On se posait la question de savoir quel était le lien entre votre appétence pour la performance sportive, le style New Age de certains coachs et les sciences comportementales. Comment cela a-t-il forgé vos certitudes? CV motivationnel, j'ai créé ça dans une boîte que j'avais déjà créée qui s'appelle Whip Up Labs, qui a fêté hier ses 5 ans. Nous, notre truc, c'est créer des algorithmes sur la motivation dans le domaine de l'entreprise. Quand j'ai créé cette boîte, en fait, j'ai eu la chance de vivre plein de choses dans le domaine des arts et du sport. J'ai perdu 130 kilos pour faire un Ironman, par exemple. J'ai monté tous les cols du Tour de France, alors qu'on peut voir que le vélo, c'est pas mon sport de prédilection. J'ai essayé d'aller au bout des choses, pareil, dans le domaine des arts. Et souvent, on me dit, ah, tiens, j'aimerais bien faire comme toi un jour, faire comme toi. Et à côté de ça, je voyais des coachs ou des gens qui passaient leur temps à donner des conseils ou à donner des tips. Vous savez, les gens qui vous disent, qui vous passent des films pour vous dire, tiens, ça va te motiver. Qui pensent qu'en vous parlant, ça vous motive. Alors que c'est pas vrai. On motive pas quelqu'un quand on lui parle. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est quelqu'un qui se motive personnellement. On crée un contexte de motivation. Et en fait, j'en ai un peu ras-le-bol de voir des gens qui enchaînaient les banalités, mais qui avaient une posture à faire l'expert. Genre, saviez-vous que 80% de la communication non verbale est importante et un truc et ainsi de suite. Les gens sortaient de ça en disant, putain, ouais, ça m'a fait du bien. Puis c'est pas vrai. 5 minutes après, ils étaient encore démotivés. Donc, moi, je suis allé chercher ce qui se fait mieux dans la science. Nous, chez Whip Up Labs, on a créé d'abord des algorithmes et des questionnaires scientifiques. Et ensuite, on forme les coachs et on forme les professionnels à non pas ne plus dire des banalités, mais avoir une approche très holistique de qu'est-ce qui fait qu'on est motivé, qu'on est engagé et qu'on a envie de se donner dans un projet. Et après, on l'a décliné avec le CV motivationnel. Donc on voit bien effectivement que c'est d'une part l'identité, puis la prise de conscience effectivement qu'il y avait un manque aussi qui a permis de se lancer. Alors deuxième question, donc vous avez lancé récemment donc le projet CV motivationnel. Comment s'est concrétisée cette opportunité? Lors de la préparation, vous nous avez dit que tout a commencé pas dans un parking, mais dans un Starbucks. Et pourtant, un premier client s'est engagé ensuite. Comment ça s'est passé? Moi, je suis ingénieur de formation. Je reste un scientifique. Je viens d'une famille de scientifiques. Chez les Bertrand, on pourrait remonter à 250 ans. On est des ingénieurs de père en fils. Quand j'ai monté la boîte, j'ai vite recruté un chercheur. J'ai rapidement recruté Cédric, qui a un doctorat en psycho. Donc, on a conçu nos outils qui sont extraordinaires, mais alors qui ont une complexité apparente assez réelle. Tu vois, on n'est pas comme toi. Nous, on ne sait pas simplifier. Nous, on sait complexifier. Et après, on dit, ouais, il faut simplifier, il faut simplifier, il faut simplifier. Ouais, mais à un moment, il y a des choses qui sont un peu complexes. Le cerveau, c'est compliqué. Et puis, on s'est dit, on va prendre le truc le plus emblématique, la plus grosse épine du pied qu'on a dans le recrutement. Et quand on interroge les gens, grosso modo, la plus grosse épine, ça commence par se retrouver face à un recruteur en lui montrant un truc en disant, tiens, j'ai envie. Et donc, on s'est dit qu'on allait changer les codes du recrutement et ne mettre notre technologie dans quelque chose d'existant, mais juste garder le nom et changer le contenu. Un, c'était ça. 2, moi, j'en ai un peu ras-le-bol des recrutements sur CV quand on a fait le bon parcours. Par exemple, j'ai eu la chance de faire une prépa, une école d'ingé, puis une école de commerce. Cédric, il a fait un doctorat. En plus ça avance et plus le recruteur vous demande de justifier votre parcours. Ah, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez quitté ça? Voilà. On passe notre temps à se justifier par rapport à un parcours parfait. Je ne sais pas si vous avez un parcours parfait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a que 2% d'une génération, d'une classe d'âge qui fait au moins une grande école et qu'il y a moins de 2% qui a le parcours parfait. Donc en fait, on nous fait chier avec un truc pour que 2%. Donc qu'est-ce qu'on fait des 98%? On va normaliser tout ça. Puisqu'il n'y a pas d'association internationale de gestion du CV qui existe, on s'est dit on va changer les normes du CV. Et donc plutôt que de faire des rapports complexes, cette fois on a mis notre techno là-dedans et on a voulu le rendre gratuit. Donc avec Cédric, on était là avec nos parcours, on dit bon, il faudrait faire un truc emblématique, un truc sympa. C'est là où c'est parti de Starbucks. J'avais réussi à choper un rendez-vous dans un organisme à Beaubeuge qui
s'appelle RESA, Réussir Ensemble Ravenois, qui n'arrive pas à placer des jeunes. Il y a 17% de chômage, qui n'arrive pas à placer des jeunes. Et on a regardé, on s'est dit, on va aller voir ces gens-là, on va leur vendre nos rapports, on va leur vendre nos trucs, mais il faut qu'on leur vende quelque chose en plus. Quand on entreprend, généralement, quand on va voir un client, il faut toujours lui vendre quelque chose que vous n'avez pas encore et que lui, c'est pas encore dont il a besoin pour briller. Ça marche comme ça. Donc nous, on s'est dit, ils ont besoin de briller auprès des élus, des trucs comme ça. Donc on va leur amener un truc que personne ne sait faire. Comme on s'est dit que de toute façon, les gens, il faut simplifier. Cette fois, on a ouvert Canva. C'est là où j'ai créé mon abonnement à Canva. Et on a fait un design d'un CV sur Canva. On en a fait même 3. Et on s'est dit, bon, ben, on va leur montrer. Puis on va voir ce que ça donne, en fait. Bon, bah, ça a marché. Quand on est arrivé, on est nul en présentation, on fait pas de teasing, de trucs comme ça. Donc on a dit, ouais, on parlait de ça, puis, et on s'est dit, bon, bah, on les sortira si ça leur plaira, quoi. Puis il y avait des chefs, des trucs, tout ça. Les chefs, ils commencent à cheffer. Ouais, quand même, c'est vachement bien. Hein. Et on leur montre le truc, et là, ils font, ah, c'est bien ça. Ça, on prend. Et tout le reste, ils n'en avaient rien à secouer. Merci. Une belle histoire. Alors, la troisième question, c'est par rapport au modèle économique qui a évolué progressivement, dont la décision de rendre gratuit le CV qui a fait exploser la diffusion et la valorisation de données, qui a révélé le fait que la donnée avait de la valeur. Comment ça s'est passé et qui vous a influencé? CV motivationnel pour les candidats, je considère que vous êtes des candidats, c'est gratuit. Vous pouvez répondre et vous obtenez gratuitement votre CV. On s'est dit ça, il fallait rendre gratuit parce qu'on était à des salons, on a fait des salons pour les professionnels. Ça devenait usant, vouloir vendre quelque chose, alors que je considère que c'est un accès qui doit être universel, qui est en phase avec nos valeurs. Et en fait, j'étais avec un associé, on s'est dit, si on le rend gratuit, on prend le risque que ça peut se diffuser rapidement, mais en même temps, on va répondre à un besoin principal d'un jeune, en tout cas des moins de 30 ans, qui trouve ça fun et facile de postuler avec. Et on va mettre notre logo en bas, et puis comme ça, ils vont le diffuser, ils vont faire de la com pour nous, et a priori, les entreprises vont nous appeler et vont vouloir se former à nos méthodes. Et là, j'avais pas conscience qu'en fait, j'étais en train d'acquérir une base de données. Aujourd'hui, on a 200, 300, 400 réponses tous les jours. Et donc là, on vient d'avoir 10 000, on est à 10 000 réponses sur notre base. Donc à la vitesse où on va, on ambitionne d'être à 200 000 cette année. Et donc, on est en train de transformer notre modèle qui est fait d'abord de gratuité, mais aussi de services à valeur ajoutée. Et on commence à détenir une base super intéressante de CV basée uniquement sur les soft skills. Et c'est parti comme ça, la gratuité. Et il a fallu convaincre les actionnaires aussi. On aide aussi les clients à faire évoluer leurs pratiques de recrutement et la méthode avec laquelle ils vont conduire leur recrutement. Là, on va faire des solutions de matching. Dans 2 mois, on s'est mis à la place des clients. On a compris que maintenant, ils ne savaient plus recruter, mais en plus, ils ne savaient plus exprimer leurs besoins. Donc, ils vont répondre à un questionnaire et ils vont automatiquement, on va leur générer leur offre d'emploi et on va matcher ça avec leur base de clients ou de ces motivationnels qu'ils ont. Donc, en fait, on s'ouvre plein de perspectives, plein de possibles et on rend visible à des clients des nouvelles perspectives qu'ils ont de comportement, de ressources humaines plutôt vertueux. Ben merci, c'est très intéressant. On a vu effectivement comment cette identité sur les autres projets a permis de se lancer et de valider et d'évoluer. Et bien maintenant, on va passer à la conférence et on va essayer de mettre en lumière quels sont les principes clés qui ont été utilisés par Oussama, par Douglas, par Alexandra pour détecter leur opportunité, pour la concrétiser et pour la développer. Donc le projet Effectual Impact, donc il s'appuie sur les 3 concepts clés de voûte qu'on va voir, qui sont détaillés dans le livre et notamment dans les articles LinkedIn aussi qui sont publiés. Ces concepts clés de voûte, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun de montrer des opportunités cachées. Qu'est-ce qu'on a vu ici avec les témoignages? On a vu que chacun changeait le monde à son échelle. On a en face de nous des gens qui sont bien dans leur peau car ils agissent. Ils sont inquiets de l'avenir de la planète, mais ils ont choisi d'agir par des projets entrepreneuriaux qui leur ressemblent. Et ce soir, on va voir déjà comment, par leur témoignage, ils ont pu démonter 4 mythes. Dominique, peux-tu nous aider à les déconstruire, ces mythes? Les 4 mythes que vous avez déconstruits, je dirais que le premier, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être Elon Musk pour entreprendre. Ils avaient la volonté de se lancer. On pourrait presque dire que se lancer leur a fait du bien. C'est une façon pour eux de se réaliser. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir une idée révolutionnaire pour démarrer. Tous les projets qu'on a vus ce soir sont fortement connecté à la personnalité de l'entrepreneur. Il n'y a pas d'opportunité idéale. Le troisième mythe, c'est de croire qu'on doit définir complètement son projet. Je pense par exemple à Douglas qui a parlé de ce concept qui est quand même pas évident de CV motivationnel et qui, à partir de là, a découvert des valeurs qu'il ne connaissait pas et qu'il n'imaginait pas autour d'un concept que lui-même faisait émerger à mesure qu'il avançait. C'est donc une construction progressive avec les personnes qu'il a rencontrées au fur et à mesure de son chemin et c'était aussi le cas pour Oussama et Alexandra. Les prises de risque ne sont pas énormes. Ça aussi, c'est une déconstruction du mythe d'un entrepreneur qui est un preneur de risque et qui aime le risque pour le risque. Voilà, Quentin, maintenant que ces mythes sont déconstruits, quels sont les nouveaux concepts clés de voûte qui vont les remplacer? Le premier concept clé de voûte, partir du certain
et pas de l'incertain. Ça paraît contre-intuitif. Dans une situation d'incertitude, il faut justement regarder ce qui est certain. C'est pour ça qu'on a posé la question de savoir de quelle certitude ils étaient partis et de quelle certitude vous pouvez vous partir potentiellement. Ce qu'on pense, c'est qu'on réduit l'incertitude par la création de bulles de certitude, par justement ces certitudes qui vont rayonner et qui vont créer comme une petite sphère dans laquelle on va voir plus clair. Même dans le brouillard complet, c'est l'idée de la lampe de poche qui éclaire à quelques mètres. Et c'est suffisant pour avancer. On les appelle des zones de contrôle. On a vu qu'aucun est parti d'une étude de marché. On a vu que Oussama voulait résoudre son problème à la base et s'est rendu compte que c'était un problème plutôt général, que Douglas s'est appuyé sur son identité donc de performeur et d'ingénieur pour développer la motivation au sein des entreprises. Alexandra est partie de sa passion pour les produits naturels. Ils sont partis d'eux-mêmes et l'identité, quelque part, ça fait aussi partie du certain. Dominique, est-ce que c'est pas à contre-courant des méthodes classiques qu'on entend généralement, comme le rétro-planning ou l'essai-erreur? Alors je pense que oui, puisque finalement, on va dire que le modèle dominant en entrepreneuriat, c'est de dire il faut faire une hypothèse, après on va essayer de la tester, et puis si on rate, on va pouvoir pivoter. Alors que là, en fait, dans l'expérience qui nous a été livrée, il n'y a pas eu fondamentalement d'hypothèse. Au contraire, c'est la certitude qui a conduit l'action. Par nature, l'hypothèse est une incertitude. Je prendrai l'exemple d'Oussama. Quand il est passé de la carte papier à la carte digitale, c'est parce que lui-même, ça lui a enlevé un problème qui était le sien, donc bien réel, et donc une certitude. Et il a rejoint après d'autres certitudes, en l'occurrence de son fameux client dans le parking. Ça, c'est déjà une première impasse qui est le modèle dominant de l'essai-erreur, au lieu de partir des éléments de certitude et de construire et d'avancer à partir du certain. La deuxième chose, c'est effectivement l'inversion du rétro-planning, sous-entendu, si on considère l'état que vous avez atteint aujourd'hui, ça n'a pas été l'objet d'un travail avec MS Projet, où il a fallu définir tous les lots de travaux et puis être prêt à temps. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fonctionné sur ce qu'on appelle le what next, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant l'état que j'ai pu consolider et à quoi cet état consolidé d'aujourd'hui me permet d'atteindre de nouveau. En fait, on est plutôt dans un chaînage avant des possibles qui sont donnés par les réalités qui sont devenues des certitudes, au lieu d'un chaînage arrière à partir d'une hypothèse dans une logique classique d'un rétro-planning, celle qu'on connaît traditionnellement, notamment dans les business plans qui sont quand même les plus enseignés en entrepreneuriat et donc qui sont questionnés fondamentalement, non pas pour lever des fonds parce que c'est la pratique dominante et qu'un banquier ne comprendra que ce langage, mais en tout cas, ça n'est pas la pratique que vous avez démontrée ce soir. Alors, cela peut donner l'impression d'avancer dans une marche qu'on pourrait dire au hasard, dès lors qu'il n'y a plus de rétro-planning. Pourtant, je pense que nous ne sommes pas de cet avis. Qu'est-ce que tu en penses? Alors non, l'incertain, c'est pas le chaos et c'est pas une marche au hasard non plus. Dans l'incertain, on l'a vu, il y a du certain. Et c'est s'appuyer sur l'ordre implicite qui relie les choses. Même si on ne le voit pas, les éléments de certitude sont reliés les uns aux autres. S'appuyer dessus va nous permettre de suivre un fil, va nous permettre d'avancer. Et j'aime bien cette citation de René Char qui dit « Nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants ». Donc l'idée, c'est vraiment de se dire « Ok, la situation est incertaine, mais ces repères éblouissants, c'est ce dont on est certain. » C'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour démarrer quelque chose, amplifier quelque chose, ou en tout cas, c'est le matériau de base qui va permettre de plutôt démarrer. Dominique, puisqu'on n'est pas dans le chaos, les entrepreneurs doivent-ils attendre le projet idéal pour se lancer? Alors non, bien au contraire. Notre deuxième idée, c'est que fait est mieux que parfait. Un progrès est plus facile à obtenir que atteindre un idéal. Douglas a commencé avec une feuille Excel pour donner vie au CV motivationnel. Oussama a vendu un prototype à un client rencontré sur un parking. Et Alexandra a su justifier l'importance de créer son association pour un premier projet de crème solaire. Voilà. Donc ici, on combat le principe de la dictature de l'idéal ou de l'exigence de la perfection qui se traduit pour l'entrepreneur par « je ne peux pas démarrer si je n'ai pas pensé à tout ». Quentin, en quoi le perfectionnisme est-il un problème pour l'entrepreneur? C'est un problème, effectivement, le perfectionnisme, puisqu'on va dire que ça inhibe l'action et on observe chez les entrepreneurs. L'idéal favorise donc le perfectionnisme et donc la procrastination, puisqu'un des moteurs aussi de la procrastination, c'est aussi le perfectionnisme, un ensemble de moyens qu'on n'a pas, et tant qu'on n'a pas ces moyens, on ne démarre pas. Tandis que si on raisonne avec les moyens et qu'on se dit qu'est-ce qui est suffisant et pas idéal, et ben là, on peut démarrer. La concrétisation, ça rassure l'entrepreneur et ça rend le projet donc crédible. C'est ça qui va vraiment ancrer les choses. C'est pas le fait d'attendre un idéal qui va jamais peut-être se matérialiser, mais c'est le fait de démarrer, de faire un prototype sous Canva, d'avancer, de passer du temps, d'exposer son message, qui va initier des choses et qui va faire en sorte que le projet se matérialise et démarre. On va passer à la troisième et dernière clé, c'est de se comporter en leader coopératif avec son écosystème.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire interagir et engager. On va reprendre les exemples effectivement des témoignages. Douglas a trouvé son modèle économique en interagissant avec ses partenaires. Il a proposé des choses, il a interagi, on lui a dit ça, il a constaté des choses et il est passé effectivement d'un modèle qui était potentiellement inexistant à quelque chose qui s'affine et qui devient viable en termes de modèle complet, puisque là, on voit que c'est tout le concept qui prend sens. Alexandra, elle a su incarner dans son projet de crème solaire une véritable économie symbiotique avec tous les acteurs de l'écosystème concernés par les impacts sur le massif corallien. On pense qu'il faut tout penser avant d'agir, alors que c'est donc en s'engageant, en démarrant et en interagissant qu'on révèle et qu'on agrège les éléments de certitude. Donc on démarre avec les éléments de certitude et on les collecte. Et là, j'ai une deuxième citation d'un philosophe qui est Bergson, qui dit « Penser en homme d'action et agir en homme de pensée ». On ne dit pas qu'il ne faut pas réfléchir, on dit qu'il ne faut pas planifier, mais il faut vraiment être sur cette double logique. Je pense, j'agis, je pense. C'est en interagissant que l'entrepreneur crée de nouvelles informations. Ces choses n'existaient pas avant. On crée véritablement quelque chose qui n'existait pas. Là, le CV motivationnel, ça n'existait pas. Et il nous disait demain, il n'y a pas d'organisme certificateur. Ça peut demain le devenir. Pas de garantie, mais on rend possible des choses. Et donc ça, c'est en interagissant et c'est avec les personnes qu'on rencontre. Chaque engagement généré, c'est un élément de certitude que l'entrepreneur agrège pour concrétiser le projet. Un engagement, c'est un élément de certitude. Une précommande d'un produit ou un premier salarié, un investisseur, un cofondateur qui s'engage dans le projet, tous ces gens qui s'engagent et qui vous donnent des ressources dans un projet, eh bien, c'est des éléments de certitude. Dominique, tu peux peut-être reprendre l'exemple d'Alexandra pour développer un peu ce concept? Oui, alors on pourrait dire qu'il y a 3 types d'opportunités entrepreneuriales. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat quand à un moment donné on sait qu'une demande et une offre existent à la manière de la livraison des pizzas. Aujourd'hui, des gens achètent des pizzas et des gens en fabriquent. Là, c'est un mode d'entrepreneuriat où on parle de reconnaissance d'une opportunité qui est réelle. Il y a un deuxième mode d'entrepreneuriat où en fait, cette fois-ci, il y a une demande et pas d'offre. En l'occurrence, la question des masques, c'était tout à fait la question auquel a répondu Oussama, c'est-à-dire qu'il y avait une demande de masques et il n'y avait pas d'offre. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'identification d'opportunités. Et la troisième expérience, c'est plutôt le cas d'une opportunité où il n'y a ni demande ni offre installée sur le marché. Donc, on est véritablement dans une innovation totale. C'est totalement le cas, par exemple, du CV motivationnel où, en fait, il n'y avait pas fondamentalement de demande et d'offres existantes par rapport à ça. Mais par contre, il y a création de l'offre et de la demande dans une interaction forte entre eux. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit, c'est la capacité des personnes d'interagir et que c'est cette interaction qui révèle de la valeur que l'on ne voit pas. On ne peut pas l'imaginer fondamentalement. C'est-à-dire que la valeur que vous créez aujourd'hui et que vous savez que vous créez, si on vous interroge il y a 1 an ou plus en arrière, vous ne seriez pas capable de dire la valeur que vous créez. Donc, c'est l'interaction, c'est-à-dire que c'est les autres qui vous révèlent la valeur que vous êtes en train de créer et que vous ne voyez pas. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un mode d'entrepreneuriat qui est véritablement, on va dire, doté en termes de méthodologie et c'est justement cette particularité-là auquel on peut apporter quelque chose. C'est sûr que pour quelqu'un qui veut se lancer dans un nouveau camion de pizza, c'est pas nous qui allons lui apporter quoi que ce soit. Par contre, dès lors qu'on est dans des opportunités qu'on va dire co-créer avec les autres, ça c'est véritablement intéressant. Alors pour revenir effectivement à l'exemple d'Alexandra, traditionnellement, si vous voulez, les entreprises qui ont du business et notamment sur la dimension, on va dire écologique, c'est vrai que dès lors qu'il y a la dimension du profit, l'écologie devient un handicap par rapport au profit. Et là, en l'occurrence, ce qui a été assez magistral dans la capacité de justement d'organiser cette association, c'est que l'offre qui résulte est l'objet d'une co-création, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec la situation suivante où les plongeurs sont les meilleurs commerciaux de l'offre. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé à l'offre. Et donc on n'est pas, si vous voulez, dans la capacité de dire l'entreprise commerciale a ses objectifs, il faut qu'elle connecte ses objectifs à une demande stricte, mais c'est un collectif qui crée et qui a chacun ses objectifs. Les plongeurs n'ont pas les mêmes objectifs que celui qui fabrique la crème et ainsi de suite. Progressivement, d'objectifs différents, disjoints, on arrive à quelque sorte à fabriquer une solution qui soit véritablement l'objet d'une co-création. Et c'est là qu'à un moment donné, s'il n'y avait pas de demande ni d'offre, l'offre émerge en même temps que la demande dans un modèle qui est purement interactionnel et qui n'était pas possible d'anticiper, sauf à mettre les gens autour de la table et travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un élément fort qui se dégage de l'analyse de vos expériences. Alors, comment peut-on conclure, Quentin? Eh bien, donc ce soir, on a vu 3 exemples d'entrepreneurs qui sont très différents. Et Dominique, donc, qui observe des entrepreneurs depuis plus de 20 ans, a réussi à dégager donc une trame commune. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que tout a été documenté. Entreprendre, ça se décode et on peut le reproduire. Vous pouvez le reproduire. Et donc, Dominique, c'est ton travail des 20 dernières années. Et qu'est-ce que tu en as appris, toi?
En fait, il existe des comportements spécifiques qui vous permettent d'agir sans tout planifier, sans pour autant procéder à une marche au hasard. Ça ne procède pas d'une marche au hasard, vos actions et vos réflexions. Et depuis 20 ans, j'en ai tiré 6 méthodes. Je ne vais pas vous les détailler, elles sont décrites effectivement dans le livre. Et ce soir, on vous a présenté seulement 3 clés fondamentales qui sont, on pourrait dire, embarquées dans les méthodologies effectuelles que j'ai eu la chance de développer. Quentin, est-ce que tu peux nous rappeler la première clé fondamentale qu'on a vue ce soir? C'est une introduction, ces clés, pour rentrer dans cette logique qui est effectivement différente. Donc les 3 principes clés de voûte qu'on vous a proposés ce soir se résument d'abord dans le premier qui est c'est vos certitudes et pas vos hypothèses qui doivent guider votre action. Et pour ça, on vous invite à vous inspirer de saint Thomas et de croire que ce que vous voyez. Dominique, la deuxième? Concrétisez votre idée avec ce que vous avez sous la main. N'attendez pas la solution idéale, elle n'existera probablement jamais. Et ça sera toujours une bonne excuse pour ne pas concrétiser votre projet. Fait est mieux que parfait. Quentin, la dernière? Ce n'est pas seulement vous ou les autres, mais c'est vous et les autres. L'ouvrage devient alors collectif. Ce qu'on peut retenir, c'est que rien ne se passera sans vous, mais rien ne se passera non plus sans les autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle se comporter en leader coopératif avec son écosystème. Alors Dominique, est-ce que tu peux nous préciser dans quel cas utiliser ces méthodes? Ces méthodes, elles sont utilisables dans des contextes assez variés. La question des problèmes complexes, quand on ne voit pas clairement la solution, voire même s'il n'en existe pas. Donc là, des méthodes effectuelles opèrent véritablement bien dans ces univers. Quand on veut innover aussi, ou quand on souhaite créer son activité, une création d'entreprise, mais aussi des fois pour réinventer un business qui peut être en perte de vitesse. Vous pouvez découvrir en profondeur ces méthodes. Elles sont utilisées par des entrepreneurs experts grâce à un livre illustré. Donc, ces méthodes, elles ont été éprouvées, certaines depuis de très nombreuses années, 2003 pour la première, et nous avions à cœur de les rendre accessibles au plus grand nombre. Nous avons choisi d'en écrire un livre, et pour le recevoir, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des extraits gratuits. Quentin, un dernier mot? Le dernier mot, c'est 3 mots, c'est rejoignez-nous, lancez-vous et changez le monde avec nous. Voilà, merci. On va prendre les questions. Alors, question pour Oussama. Donc, des cartes de visite digitales, il y en a effectivement beaucoup. Et comment tu te différencies et comment tu intègres ça dans ton projet? Alors moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis dessus. À l'époque, c'était un contexte un peu différent. C'est vrai qu'il y a pas mal de startups qui se lancent autour de ça. Là où moi, j'en ai tiré un peu mon épingle du jeu, au départ, je faisais pas la carte en physique. J'ai juste pensé à une solution en fait la plus simple possible pour digitaliser ça. Et il m'était paru évident que ce soit le wallet. Parce qu'en gros, on l'utilise de plus en plus. C'est un outil qui est très puissant. On peut mettre les billets d'embarquement, on peut mettre ses cartes de fidélité, ses cartes bancaires. Pourquoi pas sa carte de visite? Pour le coup, j'étais le premier à le faire. Donc je suis parti en fait de ce produit-là. C'était ça mon prototype. Mon prototype, il renvoyait vers une page que j'avais fait avec Wix. Et sur cette page, en gros, j'avais fait un design. Il y a une chose fondamentale que certaines startups qui se lancent là-dedans ne prennent pas en compte et que moi, ça a quand même une place assez importante à mes yeux en tant que graphiste. Une carte de visite, quand on l'a fait, elle nous ressemble. C'est-à-dire qu'on vient appliquer sa charte graphique, on vient faire notre propre design, un truc qui nous plaît. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché, c'est souvent des trucs très chartés. Enfin, on peut pas vraiment personnaliser comme on le souhaite, si ce n'est mettre son logo et changer de couleur de carte ou mettre un fond. Non, moi je vais bien plus loin que ça, c'est que je vais vous en montrer une après. C'est comme si on la faisait pour l'imprimer en papier, sauf qu'elle est sous format digital. Donc on peut vraiment aller jusqu'au bout dans la personnalisation. On peut inclure des polices, on peut faire un design un peu spécial, intégrer le QR code par exemple sur un graphique, sur une image ou autre, vraiment d'aller plus loin en fait que les autres et proposer quelque chose qui du coup maintenant commence à plaire à pas mal de grands groupes parce que justement j'attache cette importance à respecter au maximum la charte et l'identité visuelle en fait pour pouvoir inclure ce dispositif à l'environnement de communication d'une entreprise. Alors, donc la question, c'est que l'entrepreneur est impatient de voir son projet se réaliser et l'idée, c'est de voir comment réussir à résister dans le temps en développant son MVP, etc., de réussir à faire perdurer le projet jusqu'à ce qu'il soit viable. Moi, quand j'ai créé, je venais de divorcer, j'avais mes enfants tout seul. Après, tu n'es pas vraiment tout seul, mais si tu passes ta journée à te dire je suis en risque, tu n'avances pas.
Donc, en même temps, si tu passes ton temps à prendre des risques, bon, bah, à un moment, ça marche pas, quoi. Par exemple, moi, j'aime bien voir les choses se faire. Et c'est vrai que des fois, quand je suis en stress, je suis hyper impatient. J'aime bien voir les choses se faire. J'ai bien aimé dans la conférence qu'on vaut mieux avoir quelque chose de fait qui est basé sur des certitudes plutôt que sortir un truc qui correspond au marché, c'est comme les autres, c'est un peu pareil. En fait, on n'a pas pris de risque. Tu vois, Oussama, quand il parle, il dit moi, le design, ça, c'est important pour moi. Ça, le truc, c'est comme Alex, elle te dit la barrière de corail, le truc, tu vois, le plongeur dans les Caraïbes, t'imagines, tout ça. Tu vois, oh là là. Faut mettre de soi, quoi. Donc, en fait, le risque, moi, je pense que ma boîte a toujours avancé quand j'ai mis de moi dans un risque. Et elle a stagné quand j'ai arrêté de prendre des risques basés sur une certitude. Que quand j'ai tenté des trucs où en fait j'ai essayé de résoudre un problème et pas vraiment, où j'étais moyen, ça a jamais marché, quoi. Maintenant, entreprendre, c'est galère. Enfin, je veux dire, il y a des incertitudes et en même temps, tu as des pics émotionnels qui sont plutôt sympas, quoi. Et ils apprennent aussi, tu vois, mon fils, il a 10 ans, il me parle, il me dit, papa, j'ai réfléchi sur le marketing, il faudrait que tu fasses ça, ça, ça. Il a accès à des manières de faire, il réfléchit, il teste mes produits, mais généralement, mes clients, je leur dis, bah, c'est motivationnel, mon fils de 6 ans, il a testé. C'est plutôt marrant. On vit moins ça, je pense, quand on est salarié, à mon avis. Enfin, je le vivais pas, moi. Oui, c'est vrai que quand on entreprend, on a tendance des fois à être impatient parce que on se projette, on se dit, quand on voit d'autres entrepreneurs qui ont déjà tout entre guillemets, qui ont déjà leur boîte, qui ont déjà leurs salariés, qui se dégagent un bon revenu, qui vivent confortablement, c'est vrai que ça inspire, mais d'un autre côté, on veut rapidement arriver à ce stade-là. Mais on oublie aussi que l'envers du décor, c'est que ces personnes-là qu'on voit, qui ont réussi et autres, bah, dans l'écrasante majorité des cas, elles ont eu des difficultés, des incertitudes. Elles ont fait quelque chose pour vaincre ces obstacles et arriver là où elles en sont. Et moi, j'étais un peu ce profil-là, hein, j'étais très impatient. C'est-à-dire, moi, je suis un peu une tête brûlée, je fonce. Dès que je vois qu'il y a une opportunité, je vais vulgariser un peu en disant faire du fric, je faisais tout pour essayer de la concrétiser. Mais c'est pas forcément quelque chose qui marche sur le long terme. C'est pour ça qu'un des principes de l'effectuation, en fait, on avance avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a toujours, à chaque instant, on a des ressources autour de nous, que ce soit des ressources matérielles, financières ou relationnelles. Comment est-ce que je peux utiliser ces ressources qui sont à ma disposition pour avancer un peu plus vers mon objectif final? Et en fait, en faisant ça, c'est un peu ce principe-là que j'ai appliqué à VirtuaCard. C'est qu'au début, j'avais quoi les moyens du bord? C'est-à-dire, j'avais Photoshop, Wix et un Mac. J'avais pas forcément énormément d'argent à consacrer sur ce projet-là parce que c'est pas quelque chose qui méritait enfin, d'investir à l'époque. Et ben même comme ça, en ayant un premier client, en vendant un prototype et en voyant que voilà, je pouvais gagner de l'argent avec ce projet-là, bah, ça m'a permis derrière de débloquer, d'avancer un peu plus, d'améliorer en fait mon produit et de fil en aiguille, vraiment le rendre encore plus crédible et le rendre plus désirable pour derrière le commercialiser à des boîtes que j'aurais pas forcément cru traiter avec il y a quelques années encore. Pour moi, vraiment, pour vaincre cette impatience, il faut faire avec ce qu'on a. Et de toute façon, faire, ça sera toujours mieux que ne pas faire, quoi, d'attendre. Alors que si on fait et qu'on avance, ben, on en tire toujours des leçons. Et puis on va dire que le principe même de l'impatience relative à ce fameux MVP, hein, dont vous avez parlé, ça veut dire que quelque part, on est a priori certain qu'il y a une demande, mais par contre l'offre n'est pas prête. Donc on est véritablement dans le type 2 que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir, d'une opportunité identifiée. Et on a vu ce soir qu'il y avait la possibilité de travailler sur des co-créations, en l'absence de demande et d'offres, établies sur, notamment l'exemple du CV motivationnel où en fait il n'y avait pas fondamentalement de demande, hein, je me trompe par rapport à ça. C'est l'interaction et l'action qui a créé. Et d'ailleurs, son MVP, c'était une feuille Excel. C'était ça qu'on pourrait presque dire. Ça n'a pas de notion, ça n'est même pas une notion, la notion de MVP dans la perspective d'un projet de cette nature-là. C'est véritablement l'action, la co-création, la réflexion avec les acteurs. Et puis quelque chose se passe et on est déjà dans l'action. Donc il n'y a même plus la notion d'impatience, puisqu'on est dans l'action. C'est-à-dire que le projet, il n'est pas repoussé à plus tard, il est déjà concrétisé. Par exemple, pour le CV et autres, ma compagne qui peut témoigner. Au tout début, quand on l'a lancé, donc on avait créé un questionnaire en ligne, les gens répondaient, on avait bidouillé sur Excel notre algorithme et on sortait des bribes de texte. Et moi, tous les soirs, je faisais les CV, je les envoyais par mail comme si c'était un ordinateur qui l'avait fait. Et donc, des fois, je disais à l'autre, putain, j'en ai 40 à faire ce soir. et il me fallait 10 minutes pour faire un CV. Et donc, je passais des heures et des heures à faire le CV. Le jour où c'est sorti tout seul, c'est waouh. Et là, je trouve que là, on était plus en risque, en fait. Parce que les gens, quand ils regardent un peu, ils voient bien que c'est de la bidouille. Enfin, c'est du Joe la bidouille, truc qui sort, on envoie le mail à 2 h du matin. Bonjour, veuillez recevoir ici votre CV motivationnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe, alors que tu es tout seul et tu as fait ça dans ton. Là, on est plus en fait, là, à ce moment-là, on est plus en risque.
parce que ça se voit en fait. Et on fait en sorte que ça se voit pas. Moi, un petit complément théorico-pratique sur l'impatience, c'est aussi de se dire, d'agir ce qu'on appelle en perte acceptable, et donc de se dire, même si on est déjà en poste, ça peut peut-être démarrer par un side project. Et donc, ça peut démarrer par 2 heures par semaine passées sur le projet pour faire sortir quelque chose. Ça peut être ça peut être juste écrire un blog sur le sujet. Si c'est un projet qu'on a envie de développer, on peut écrire ce qu'on a envie de faire. On peut effectivement faire des maquettes, on peut consacrer un peu de temps pour faire effectivement avancer et réduire aussi peut-être l'attente, pas forcément voir le projet tel qu'il sera potentiellement, mais se dire, OK, de voir la graine, quoi. Bonsoir. Moi, j'aurais une question donc pour vous trois, de savoir quelle est la principale problématique que vous devez adresser en ce moment en tant qu'entrepreneur ou le cap que vous avez à passer là, la prochaine étape pour vous, chacun. La problématique qui se pose à moi actuellement, là je suis actuellement en train au niveau du projet Virtua 4, de changer de dimension. Alors je m'explique, c'est que pour le moment, j'ai pas mal de clients, mais c'était des clients de profil de clients, on va dire très simple à gérer. Des boîtes de 15, 20, voire 30 utilisateurs max. Et là je suis sur le point en fait de signer avec un très gros groupe qui est leader dans la distribution automobile. Donc j'ai une affinité en fait avec ce milieu-là, donc je suis un passionné d'automobile. J'ai commencé par travailler avec BMW, mais là on parle de plus de 30 marques. Et là c'est clairement un tournant en fait dans mon projet. Et justement, j'en suis à ce point où je me dis, là je suis un petit peu en incertitude pour le coup. Et c'est cette problématique-là qui se pose, c'est comment faire pour gérer en fait ce changement de dimension, comment faire pour maintenir le niveau d'exigence que j'avais envers mon travail et pouvoir répondre à ce type de marché. Si on suit la logique effectuelle, il faut déjà commencer avec ce qu'on a. Donc là, j'ai un produit qui marche très bien. J'ai une certaine compétence. Et c'est une base, en fait, pour pouvoir derrière, je pense, commencer à développer un peu plus et améliorer pour pouvoir répondre à ce besoin. Bon, je suis en plein dedans, donc j'ai pas encore les réponses à ces questions-là. Ouais, c'est un petit peu pareil. Et donc là, on a un premier projet qui correspond exactement à l'objet de l'association. Ça marche bien, c'est collaboratif. Et maintenant, c'est un petit peu le défi de trouver des partenaires et un deuxième projet qui correspondent aussi bien que le premier. Donc, on a un projet en tête de création de centres de soins naturels de proximité dans des régions reculées qui n'auraient pas justement un hôpital ou des médecins à proximité pour des petits bobos, on va dire. Là aussi, c'est le défi du coup de repartir dans le même contexte que le premier projet et d'être vraiment dans le même esprit. En fait, on prend notre temps. Et c'est vraiment ça le but de cette association, c'est de faire les choses pour le bien-être de la planète et par passion. Si pour l'instant les bons partenaires sont pas là, c'est pas grave, on attend et les choses se feront toutes seules. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir lever un peu d'argent l'année dernière dans mon parcours. J'ai un peu de love money que j'ai bénéficié d'un effet de levier derrière avec BPI et j'ai eu CIC qui m'a accompagné. Donc, ça nous a permis d'investir en amont, en fait, en IT, en marketing. Donc, on est 5 dans l'équipe. Je vais te donner une anecdote. Vendredi, il y a une dame qui m'appelle. Elle me dit « Bonjour, monsieur, j'arrive pas à me connecter sur la console pour avoir accès à mon CV. » On a mis en place des procédures, des trucs, tout ça. Et je dis juste, vous m'appelez de où? Elle fait, de Montpellier. Je fais, ah bon, ah ouais. Oui, alors j'ai découvert c'est motivationnel parce qu'en fait, c'est mon formateur Pôle emploi qui l'utilise dans toutes ses formations Pôle emploi de Montpellier. C'est super, hein. Moi, je ne le savais pas, moi. Donc, la gratuité, c'est cool. Mais en même temps, on a aussi rendu gratuit, comme une page entreprise sur Facebook, la page entreprise sur CV motivationnel. Nous, notre truc, c'est l'innovation. Donc, on se retrouve maintenant, grosso modo, il faut réinvestir massivement dans l'innovation et réinvestir massivement dans le marketing parce que j'ai 2 cibles. J'ai les utilisateurs, qui sont tous les candidats de France, mais à l'étranger aussi. Il faut acheter du trafic, il faut acquérir de la donnée, il faut valoriser l'intérêt de CV. Et puis, j'ai aussi tous les professionnels qui, derrière, quand ils achètent la version professionnelle, ce qu'ils commencent à faire, ils se forment. Ils ont de plus en plus d'analyses, ils ont du matching. Donc, c'est la course en avant d'être toujours innovant. Et donc, on développe à vitesse grand V de nouveaux produits. Et donc, moi, en tant qu'entrepreneur, j'aime pas trop mon métier d'entrepreneur. Moi, j'aime bien créer des produits, par exemple. Voilà. J'ai conscience, on en parlait avec Aude, que mon job, c'est ramener des capacités d'investissement pour pouvoir permettre de faire ça. C'est la seule priorité de la boîte. C'est relever, redonner envie, et c'est usant. Délivrer le service, c'est comme avec tes cartes, c'est comme avec tes crèmes, c'est s'assurer qu'on délivre le service. Et donc, tous les jours, on a un nouveau problème à régler, quoi. Donc, on écrit des procédures. Pareil pour les congés. Quand j'ai un salarié qui veut un congé payé, il faut écrire des procédures de congés payés. C'est la vie d'une boîte. C'est ce que tu vas vivre bientôt. Je ne sais pas si tu as des salariés. Il l'a vécu, mais il va bientôt le revivre.
Alors, c'est intéressant parce que là, on voit aussi, effectivement, Douglas, il dit, lui, moi, ce que j'aime, c'est créer des produits, etc. Donc, on a l'esprit un petit peu de l'entrepreneur créateur qui va être dans l'incertain puisqu'il va partir un peu de zéro. Et puis là, après, forcément, quand ça se développe, quand le ciel s'est dégagé, on est plutôt dans une problématique plus classique, une posture plus managériale. Et il faut savoir aussi soit naviguer entre les deux, soit peut-être trouver de l'argent pour mettre quelqu'un qui sera dans cette posture-là et qui va manager. Mais l'idée, c'est d'adapter sa posture au contexte. Il faut faire des choix et se dire, voilà, choix option A, option B. Là, on est plus dans des logiques, un petit peu plus d'optimisation, des choses un peu plus classiques, quoi. Et tout à l'heure, Douglas a dit qu'il n'était pas un entrepreneur parce qu'il aimait créer des produits, ce qui est un peu embarrassant parce que finalement, l'entrepreneur, il crée des produits. Ce qu'il aime, il aurait dû dire, je ne suis peut-être pas un manager qui aime gérer des entreprises qui, à un moment donné, ont déjà pignon sur rue et avec une récurrence d'activité. Auquel cas, c'est là que, en fait, peut-être la personne choisit de quitter l'entreprise pour repartir sur un nouveau projet. Et c'est là que naît ce qu'on appelle le serial entrepreneur parce que, fondamentalement, il se retrouve bien dans les phases de création et moins bien dans les phases on va dire, plus managériales, effectivement. Et dans l'actualité, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais chez Google, avec la sortie de ChatGPT et puis la claque potentielle que ça peut leur mettre, ils ont rappelé Larry Page et Sergey Brin. L'esprit vraiment des fondateurs, parce qu'effectivement, il y a la création, il y a le développement, il y a aussi les phases donc de réinvention, de pivot. Ça peut être des phases effectivement où on se développe, mais il peut aussi y avoir des phases où on se réinvente, où on pivote, et là-dessus, on se remet dans une période potentielle d'incertitude. Je trouve que c'est un bel exemple, même à l'échelle d'un Google. Les fondateurs, ils étaient partis potentiellement faire autre chose et c'est je sais plus son nom. Le mec qui, lui, en général, on voit que c'est des managers qui sont après aux commandes. Développe chez Microsoft, c'est pareil. On voit que c'est les fondateurs qui reviennent. Il y a eu l'exemple avec Steve Jobs aussi qui a été rappelé. Voilà, c'est intéressant de voir cet esprit de création. Ça dépend des phases de l'entreprise et c'est aussi indispensable tout au long de la vie de l'entreprise. C'est des phases, quoi. Et donc l'incertitude peut revenir à différentes phases, quoi. Bonjour. En fait, quand on a un MVP et qu'on souhaite du coup le vendre à des clients, par exemple des clients type TPE, PME, voire grands comptes, comment on fait pour être crédible en fait réellement? Parce que c'est vrai qu'au final, se pointer devant le directeur de Carrefour et se dire bonjour, on a un produit, même s'il est très utile pour eux, parfois je me dis en fait, j'ai pas l'impression parfois ils s'en rendent compte à quel point ça peut être très intéressant même pour eux. Donc comment on fait pour approcher ces personnes-là au final quand on a un produit qui est sûr en fait, pour le coup qui répond vraiment à un besoin, mais qu'il y a tellement de passerelles, tellement de trucs avant d'arriver à ces gens-là, comment on peut faire en fait du coup? Je pense que je me reconnais un peu dans votre question. J'ai commencé avec mais c'était même pas un MVP, c'était un prototype. Alors, comment faire pour arriver à des grands comptes? Déjà, l'étape cruciale, selon moi, c'est trouver son tout premier client. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un produit et qu'on a réussi à le vendre une fois et qu'on a réussi du coup à gagner de l'argent avec ce produit, c'est que derrière, c'est duplicable. Allez, on va dire, il y a quelques histoires on va dire, des entreprises qui ont échoué parce qu'elles trouvaient pas de clients, tout simplement. Donc, elles répondaient pas forcément à un besoin, elles n'arrivaient pas à trouver leur marché. Mais dès lors qu'on a notre premier client, selon moi, c'est que derrière, on tient quelque chose, quoi. Maintenant, le challenge, c'est d'en trouver d'autres. Et plus on trouve de clients, plus on améliore en fait son produit ou son service, et plus on a confiance en lui. Il faut savoir aussi s'entourer, savoir être accompagné par des structures. Enfin, il faut vraiment, je pense que pour toucher des grands comptes, des directeurs de Carrefour ou autres, il faut avoir un réseau avant tout. Parce que c'est eux qui ouvrent c'est vraiment ça qui ouvre la porte. C'est à partir du moment où on le fait une fois, on peut le dupliquer et conquérir d'autres marchés. Oui, c'est quoi le public cible? Et effectivement, c'est les engagements qui vont être importants. Est-ce qu'ils s'engagent? Ouais. C'est les clients qui vont dire OK, ouais, super. Tu poses la question, il faut leur mettre sous les yeux et donc valider avec les gens potentiellement que tu as autour de toi. Et c'est eux qui vont te dire OK, waouh, super, j'en veux ou je comprends pas, ou à quoi ça sert. C'est là que tu verras, c'est en te confrontant justement à ces personnes que tu vas, en interagissant avec eux, faut interagir avec eux. Alors, il n'y a pas de petits clients, à mon sens, hein. Vous disiez commencer petit, peut-être monter par la suite. Un client, pour moi, c'est un client. Dans tous les cas, on vend un produit. Derrière, il y a une acquisition de la part du client. Il l'utilise et il fait souvent des retours. Donc, il y a toujours une expérience à prendre. Et puis derrière, c'est pas parce qu'on a eu un premier petit client ou quelques petits clients. Derrière, ces personnes-là ont un réseau. Si votre produit, votre service plaît et répond à leurs besoins, ils vont en parler. Ils vont forcément en parler. Et derrière, ça peut très bien débloquer sur des plus gros contrats. Ça peut aller très vite, en fait. Pour vraiment conclure, c'est juste lancez-vous, quoi. Obtenez des engagements. C'est le prochain objectif. C'est-à-dire, quand vous dites engagement, une promesse, quelque chose. Des engagements, des gens qui disent OK, ça m'intéresse, des gens qui disent OK, j'achète, des précommandes. Ouais.
Eh bien, merci à tous. On va arriver effectivement à la fin de la conférence. On vous invite du coup à nous retrouver sur principalement la page LinkedIn. On vous invite à suivre la sortie du livre qui va sortir dans les semaines qui arrivent normalement. Donc, il sera publié d'abord en e-book. Vous pouvez déjà consulter déjà une bonne partie des articles, puisque la particularité du livre, c'est que c'est basé sur des articles qu'on a écrits et qui sera illustré et réorganisé d'une façon différente. Les articles qui décrivent effectivement l'ensemble des méthodologies de Dominique et l'approche qu'on a vue ici. Et je remercie Antoine qui était à la régie et qui a fait un travail formidable. Voilà. Et merci à nos témoins aussi, Merci à nos témoins qui ont pu partager leur expérience et qui, je l'espère, vous auront inspiré. Merci. Merci.